Bonjour à toutes et à tous. Je suis Anne-Sophie Bracard et je travaille pour l'ASBL FEBI. Soyez les bienvenus à ce nouveau webinaire intitulé « L'intelligence artificielle, un outil pour le secteur non marchand ». L'intelligence artificielle s'invite dans nos métiers, parfois discrètement, parfois en bouleversant nos habitudes. Mais comment l'aborder concrètement, sans jargon ni discours anxiogène? Ce webinaire propose un tour d'horizon accessible et pragmatique. Comprendre ce que l'IA peut ou non apporter, découvrir des usages concrets liés à votre quotidien et repartir avec des clés pour avancer à votre rythme. Une occasion de poser vos questions et de partager vos réflexions dans un format interactif et bienveillant. Avant de se lancer dans le vif du sujet, commençons par prendre quelques minutes pour vous présenter l'ASBL FEBI. Cette ASBL regroupe les fonds sociaux fédéraux et bicommunautaires du secteur non marchand. Les secteurs concernés sont principalement liés au domaine du soin et de la santé, comme le secteur hospitalier ou celui des personnes âgées, mais pas uniquement. Nous soutenons la création d'emplois dans le secteur non marchand à travers les fonds Maribel. Nous soutenons également l'acquisition de compétences via les fonds de formation. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.fe-bi.org. Merci Anne-Sophie. Alors pour les présentations, je vais être assez rapide. Moi c'est Vincent Pitard. Je travaille dans l'agence Réputation 365. Les sujets, c'est vraiment tout ce qui est réputation, influence, et puis surtout aujourd'hui la transformation des équipes qui sont liées à l'IA. Ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Je suis moitié consultant, moitié formateur, parce que les deux s'auto-alimentent. Et si vous êtes présent sur LinkedIn, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On pourra poursuivre cette conversation. Alors, juste avant de commencer et entrer dans le vif du sujet, on va parler en effet de l'intelligence artificielle, alors plus particulièrement de l'intelligence artificielle générative. Pourquoi générative? Parce que ça génère. Voilà, ça génère du texte, ça génère du son, ça génère des images. Par opposition à l'intelligence artificielle au sens plus large du terme qu'on peut retrouver dans la recherche médicale, dans le domaine industriel et puis de plus en plus dans les outils métiers que vous êtes en train d'utiliser, notamment ceux de Microsoft, Office. Office y croit énormément. Il y a Copilot qui fait partie des outils de Microsoft, à tel point que sur les nouveaux PC, d'ailleurs, il y a une nouvelle touche, Copilot. Vous allez la voir arriver sur vos nouveaux ordinateurs. Ça montre bien à quel point Microsoft a le sentiment que ça va être une espèce de touche magique qui fait tout. Mais aujourd'hui, nous, on va se focaliser vraiment sur les IA génératives, toutes celles qu'on peut trouver en ligne. Alors, ChatGPT, vous connaissez évidemment, mais vous allez voir qu'il y en a beaucoup d'autres, avec parfois des usages qui sont beaucoup plus adaptés à certains besoins. Je vais parler de ChatGPT parce que c'est forcément celui qui est le plus connu, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de concurrents. Mais tous ces outils, en tout cas, aujourd'hui, ils sont gratuits pour la plupart. D'abord parce qu'il y a beaucoup de petits acteurs qui n'ont qu'une envie, c'est de se faire acheter par des plus gros. Donc plus il y a d'utilisateurs et plus ils valent cher. Et puis, on le verra tout à l'heure, plus vous les utilisez, plus vous les perfectionnez. Donc ils ont tout intérêt à avoir évidemment beaucoup d'utilisateurs. Donc testez-les. C'est un monde qui change beaucoup. Chaque semaine, il y a des nouveautés. Mais ça préfigure déjà tout ce qui va arriver bientôt dans vos outils métiers. Et pour moi, c'est un des points essentiels à garder en tête. Eh bien, c'est que tout ça, ce n'est pas juste un outil informatique à prendre en main, un outil technique. Tout ça, c'est un pur sujet humain, éthique, de bouleversement de management dans les équipes. Qu'est-ce qu'on va accepter de donner à ces IA? Qu'est-ce qu'on attend de nos collègues? Qu'est-ce qui comprend notre valeur ajoutée? Qu'est-ce qui la distingue de celle des autres? Donc, c'est un sujet beaucoup plus impactant qu'il n'y paraît, mais ne le voyez pas sous le côté purement technique, parce que vous allez passer à côté du sujet. Donc si certains managers et chefs d'équipe nous écoutent, prenez ça en compte, ne sous-estimez pas la dévalorisation que certaines personnes vont ressentir, le fait de se dire à quoi je sers encore. Donc c'est un vrai sujet de gouvernance, mais on va y revenir tout à l'heure. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, Anne-Sophie, je me permets, je leur ai promis que je le ferai, je voulais présenter les étudiants avec lesquels je travaille sur ces IA. Il y a énormément d'IA à tester. On ne peut pas tout faire humainement, il y a des nouvelles en permanence. Si vous cherchez des stagiaires spécialisés dans ces matières-là, je vous recommande ces deux-là. Ils ne sont pas très loin d'ici d'ailleurs. Ils sont assez à la pointe et puis surtout, ils sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour quelques dizaines d'euros.
Ouais, bon, vous avez compris que je ne vous parle pas vraiment des étudiants. Bon, ces deux-là, ils n'existent pas, hein. Les bâtiments derrière non plus. Enfin, j'ai tout généré avec de l'IA. J'ai juste mis ma tête dessus. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voudrais que vous voyiez les IA comme des stagiaires. Voilà, c'est l'analogie qu'on va utiliser jusqu'à la fin de ce webinaire. Donc des stagiaires, ben, ça va vous faire gagner du temps, mais il va falloir accepter d'en perdre. Et c'est ça la gymnastique qui va être compliquée au début, c'est d'aller expliquer des choses qui pour vous sont évidentes, voilà, qui sont implicites. Donc ces stagiaires, ces étudiants, ils ont sans doute une bonne connaissance technique, ils connaissent le jargon, mais ils n'ont pas votre expérience, ils n'ont pas votre culture d'entreprise, et puis surtout, ils ne sont pas dans votre tête. Donc il va falloir leur expliquer, comme vous le feriez à des humains que vous allez encadrer, ce que vous attendez de leur part. Plus vous allez mettre du contexte en utilisant ces IA, et plus vous allez voir que les résultats seront tout à fait pertinents. Le fait de les voir comme des étudiants, ça veut dire aussi que l'IA, ce n'est pas magique. Il y a des choses, il y a des tâches que l'IA ne peut pas faire, et c'est encore heureux hein, que l'humain ait encore cette faculté de faire des choses que l'IA ne peut pas faire. Donc, si vous n'arrivez pas à faire un briefing construit à un étudiant, parce qu'il y a plein de cas de figure, il y a des choses, disons, non, là, tu ne sauras pas, il faudra que tu me demandes, l'IA n'y arrivera pas non plus. Donc, le test de l'étudiant va vous permettre aussi de savoir comment construire le prompt. Alors, le prompt, c'est le terme qu'on utilise hein, pour désigner cette invite, cette requête, cette demande que vous allez faire à ChatGPT. Et vous allez voir que si vous le voyez comme un briefing que vous allez faire à un stagiaire, les résultats que vous allez obtenir seront beaucoup plus pertinents. Et puis le fait, enfin, de les voir comme des stagiaires, et ça c'est sans doute le plus fondamental, c'est que vous allez devoir tout vérifier. Il n'y a rien qui sort que vous n'avez pas relu. Vous êtes responsable de ce que votre stagiaire va écrire, surtout dans des finalités professionnelles, bien sûr. Hein. Donc on ne peut pas se cacher derrière, c'est ChatGPT qui me l'a dit. Donc n'allez pas faire des diagnostics médicaux avec ChatGPT, on va le voir tout à l'heure, il n'est pas fait pour ça du tout. Et si jamais il y a une erreur, ça n'est jamais qu'un outil. Ce sont vos stagiaires, c'est votre responsabilité. Donc gardez ça en tête, ça n'est pas un être omniscient, c'est un super assistant de rédaction, c'est un super assistant de réflexion, mais comme moteur de recherche, bah, ce n'est pas encore vraiment tout à fait adapté. Donc on a parlé de ChatGPT, on a parlé de Copilot, de Microsoft. Bon, sous le capot de Copilot, c'est ChatGPT, hein, c'est le même moteur, mais il y en a plein d'autres. En gros, tous les géants de la tech ont leur propre outil d'IA générative de texte. Alors on parle de LLM, Large Language Models, parce que ça brasse des gros volumes de texte. Et c'est ça que j'avais envie de vous montrer, de commencer par ça pour bien comprendre ce que c'est et ce que ça n'est pas, ces IA génératives. ChatGPT, Gemini chez Google, Grok chez Elon Musk, en gros, ils fonctionnent tous de la même manière. Lorsqu'on en met un sur le marché, il est d'abord passé par une première phase qui est une phase d'apprentissage. Alors, je prends l'exemple d'un bébé parce que c'est un petit peu comme ça que ça marche. Ben, au début, un bébé, il ne parle pas. Voilà, il écoute ses parents et c'est comme ça qu'il va apprendre à parler d'ailleurs. Donc, plus ses parents lui parlent, plus ses parents ont un vocabulaire riche, plus il va se rendre compte que, tiens, les phrases sont structurées de cette manière-là, tiens, il y a des mots qui reviennent plus souvent, ah, ça j'ai compris que c'était un vocabulaire, ah, mais dans telle situation, on utilise tel et tel mot. Donc le bébé, ben, il ne lit pas un livre de grammaire ou de conjugaison, il va écouter, il va apprendre sur le tas. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est LLM, donc c'est chatbot, c'est ChatGPT. Ils vont lire une quantité phénoménale de contenu. Quand ChatGPT est sorti il y a 3 ans, on a appris qu'il avait absorbé tout Wikipédia en anglais, ce qui est déjà costaud, et ça ne représentait que 0,6% de tout ce qu'il avait lu. Une quantité phénoménale de contenu. Alors pourquoi? Ben, c'est ça le point fondamental à retenir. Son job, c'est de prédire le prochain mot. En fait, il ne comprend pas vraiment ce qu'il vous dit. Il va construire une phrase en imaginant le mot qui est le plus probable pour terminer sa phrase. C'est pour ça qu'on parle d'IA générative de texte. Ça génère du texte. Donc par exemple, si j'ai envie de poser une question à une intelligence artificielle, elle va se baser sur les mots que moi je peux lui écrire et non pas sur le sens. Est-ce que ce serait ça l'idée? Alors le sens, elle va quand même garder le sens, mais en fait c'est plutôt que tous les mots que vous allez utiliser vont lui permettre d'aller chercher dans ces jeux de données d'entraînement. Alors c'est des espèces d'univers sémantiques. Voilà, il faut le voir un peu comme des bulles, on le verra sur le slide suivant, où finalement, tiens, j'ai déjà entendu parler de ce mot-là, et puis elle va, comme sur une pelote de laine, commencer à tirer et regarder mot par mot quel est le mot le plus probable d'un autre. Et c'est ça le danger, c'est que autant quand on fait une demande sur Google,
eh bien, il va les chercher dans ces petits tiroirs pour voir s'il y a une réponse à la question, et puis il peut dire, ben non, je n'ai pas trouvé. Et si dans les Ici, tiroirs, si dans les tiroirs il y a des erreurs, alors ça veut dire qu'il va nous proposer des erreurs. c'est que ChatGPT ne fonctionne pas comme ça, justement. Autant Google, c'est une base de données relationnelle, donc il y a des petites, comme une sorte de fichier Excel, et donc dans chaque cellule, il y a des informations. Donc il va aller chercher la bonne information. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Il va générer une phrase en fonction de contexte. Et donc son job, comme c'est de finir une phrase, ben, il la terminera toujours, parce qu'il y aura toujours un mot qui sera plus probable qu'un autre. C'est ça le danger, c'est de se retrouver avec des phrases qui finalement sont tout à fait crédibles, plausibles, mais qui ne veulent rien dire parce qu'il ne va pas aller vérifier que l'article 18 ou l'article 22, bah, c'est le 18. Pour lui, si 22 est plus probable, il mettra 22, sans aller le vérifier. Donc attention, et ça c'est bien de m'emmener là-dessus, parce que s'il y a une seule phrase à retenir de mon intervention, vous ne devez l'utiliser que pour les sujets pour lesquels vous avez une expertise. Parce que si vous l'emmenez sur un état de l'art que vous ne connaissez pas, tout va être crédible. Et là, vous risquez potentiellement d'engager la responsabilité juridique, financière, réputationnelle de votre organisation. Donc, on ne le garde que sur les sujets pour lesquels on est capable de vérifier le travail de son stagiaire, parce que, comme on le voit ici, il va générer du texte. Et voilà, on comprend mieux maintenant pourquoi ça s'appelle une IA générative de texte. Alors, cette phase d'entraînement, elle est extrêmement énergivore, elle est très coûteuse. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs d'ailleurs sur le marché qui sont capables de mettre sur pied ce genre d'outils. Donc une fois que les développeurs considèrent qu'il a suffisamment lu pour être capable de parler, ils vont arrêter l'entraînement. Alors c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on voit peut-être ici sur le slide, une date de knowledge cutoff, une date de fin d'entraînement. Ça aussi c'est important à dire. Si vous demandez à ChatGPT aujourd'hui de quand datent tes dernières connaissances, ben, il va vous dire juin 2024. Donc tout ce qui s'est passé dans le monde depuis juin 2024, ça n'est pas dans le ChatGPT. Donc attention, si vous l'utilisez comme substitut de Google, il n'est pas fait pour ça. Alors quand il détecte que potentiellement votre question est liée à l'actualité, il fait un peu illusion parce qu'il va aller chercher sur le web. Il va ramener de l'information et lui, son vrai travail, c'est un moteur de construction syntaxique. Il va construire sa phrase sur base des informations qu'il est allé chercher, mais qui sont beaucoup moins qualitatives que tous les jeux de données d'entraînement qui ont été modifiés. Alors ça veut dire aussi un point important, peut-être contrairement à certaines idées reçues, euh, toutes les informations que vous allez mettre dans vos prompts ou les fichiers que vous allez y ajouter ne vont pas alimenter une base de connaissances générales, puisque cette base, elle est figée, elle est scellée, il n'y a plus rien qui rentre dedans. Mais il y a une deuxième étape qui suit celle-là, qui elle a lieu en permanence et auquel il va falloir faire vraiment attention. Cette deuxième étape, c'est une étape de renforcement ou de perfectionnement, parce que ben, comme un bébé, hein, le bébé va parler et puis au début c'est rigolo, il fait des erreurs, ses parents le reprennent avec bienveillance et puis plus on le reprend, plus il commence à structurer mieux ses phrases, enrichir son vocabulaire, comprendre que quand il s'adresse à telle ou telle personne, eh ben, il va changer sa manière de parler. Donc ce perfectionnement, il a lieu en permanence. Alors comment? Ben déjà grâce à vous. Plus vous l'utilisez, plus il se perfectionne. ChatGPT, il faut quand même garder ça en tête, c'est 800 millions de personnes qui l'utilisent chaque semaine. C'est un dixième de la population mondiale. Hein. Donc le ChatGPT maintenant et celui dans une minute, c'est déjà plus le même. C'est pas qu'il a plus de connaissances, ça ne bouge plus. Mais sa capacité de parler et de s'adapter à différents types de conversations va changer. Et donc vient ici un danger. Alors je réinsisterai tout à l'heure bien lourdement pour dire aucune donnée à caractère personnel dans les prompts. Mais si dans une de vos demandes, vous mettez un prénom, un nom, un numéro de sécurité sociale, un domicile, pour lui, c'est jamais que des mots, mais il les a jamais vus assemblés dans cet ordre-là. Et si quelqu'un faisait une demande relativement similaire, ben, il pourrait trouver opportun de les réassembler dans le même ordre. C'est ça le danger. C'est pas que vous allez mettre des informations qui vont être rendues publiques, c'est que comme il s'entraîne avec votre manière de parler, ben, sur des sujets un petit peu pointus, ben, potentiellement, il pourrait les reproduire, tout simplement parce qu'il va générer son texte. Et est-ce qu'on peut lui dire, je ne veux pas que tu utilises les données que tu produis ou que je te donne? On peut mettre un frein à ça? Alors le RGPD, on le traîne comme un boulet, ben là il va nous aider parce qu'en effet, en Europe, on peut lui dire dans les paramètres, alors je ne vais pas le présenter ici compte tenu de notre format, mais allez dans les paramètres, vous allez voir qu'il y a gestion des données et dans améliorer le modèle pour tous,
Donc on sent bien l'élément de langage. Hein. Améliorer le modèle pour tous, vous allez le mettre en désactivé. Et là, il ne s'entraîne plus sur tout ce que vous allez pouvoir le faire. Toutes les IA fonctionnent de la même manière. Hein. Chez Meta, c'est pareil. Donc dès que vous publiez une photo de vos enfants ou de vos proches sur Instagram ou Facebook, l'IA s'entraîne sur la photo pour apprendre à faire des enfants ou d'autres personnes. Si ça vous met mal à l'aise, vous avez toujours cette possibilité d'aller le supprimer. Chez ChatGPT, c'est facile à faire. Chez Meta, bon courage. C'est caché dans les pages d'aide, mais on peut toujours trouver une manière de le désactiver. Et même sur les versions gratuites? Même sur les versions gratuites, là aussi, hein, c'est une obligation du RGPD. Les différentes commissions vie privée ont considéré que ça ne devait pas être réservé aux versions payantes parce que ça fait partie des obligations du règlement européen sur la protection des données. Donc c'est peut-être déjà une bonne astuce qu'on peut dire aux personnes qui nous regardent, peut-être alors de désactiver déjà peut-être cette option. Désactivons-le, mais gardons le conseil de mettre aucune donnée sensible. Malgré tout, rappelons-le, ce sont des outils américains, gratuits, avec une territorialité des données qui n'est pas bonne hein, en termes de RGPD. Et puis, quoi qu'ils en disent, moi je suis sûr qu'il y a bien de la pub qui va arriver à un moment donné. Donc, pour financer certains modèles. Donc, mettez aucune donnée à caractère personnel, aucune information sensible. Je ne parle pas d'outils qui seraient installés en local. Ça, je pense que la majorité des entreprises vont aller dans ce sens-là. Donc, un espèce de chat GPT qui tourne sans Internet. Il tourne sur un serveur comme un serveur mail, donc tout est totalement confidentiel. À ce moment-là, le département informatique, le comité de direction aura décidé ce qu'on peut faire ou pas avec ces outils. Mais là, ici, je vous parle vraiment d'outils publics, américains de surcroît. Et alors, il y a même des outils chinois. Donc là, si vous voulez encore plus mettre vos données en péril. Donc, aucune donnée à caractère personnel. Et comme ça, c'est simple à comprendre, même s'il y a des nuances et même si, bien sûr, on pourrait avoir un peu plus de liberté dans certaines situations. Peut-être que nous aurons l'occasion de parler des modèles européens, peut-être? Alors, les modèles européens, le modèle européen, il n'y en a qu'un seul. Puisque justement, je le disais, hein, c'est très, très, très gourmand, énergivore, pour prendre en compte un petit peu cette espèce de course à l'armement folle qu'il y a en ce moment dans ce qu'on appelle désormais la bulle de l'IA. ChatGPT, donc OpenAI, c'est la boîte qui fait ChatGPT, en 2025, son chiffre d'affaires, ce sera 1,6 milliard de dollars par mois. Et avec ça, ils ne sont pas rentables. Donc ce sont des investissements colossaux. Il y a des plans de financement aux États-Unis à coût de 500 milliards de dollars. En Europe, on peine à en trouver 10 ou 20. Donc en Europe, il y a Mistral. Voilà, c'est le français, c'est le seul. Et ça peut être un vrai sujet de réflexion éthique, hein, d'ailleurs. Vous pourriez vous demander, est-ce qu'on ne doit pas privilégier une souveraineté européenne en allant chercher des outils qui sont d'ailleurs plus respectueux du RGPD. Hein. Dans le RGPD, on parle de privacy by design, c'est-à-dire que dès la première ligne de code, c'est pensé RGPD. Alors que les outils américains, ils développent leur solution, ils arrivent en Europe et puis ils disent « Ah oui, zut, alors on change 2-3 choses, mais c'est jamais parfaitement nickel ». Donc des grosses entreprises ont tendance à privilégier ces outils. Mistral, en l'occurrence, équipe déjà des grosses sociétés françaises et d'ailleurs à l'UCL. Pour ceux qui naviguent autour de l'UCL, il y a Piccolo. Piccolo, c'est l'IA de l'UCL pour les étudiants. Et sous le capot, c'est Mistral, justement, pour avoir un modèle un petit peu plus respectueux. Donc une autre bonne astuce, s'il y a des personnes qui sont sensibles à ça. Essayez-le en tout cas, essayez Mistral, hein, parce que tous ces outils aujourd'hui ont atteint un tel niveau que pour la majorité des tâches, ils se valent. On pose souvent la question, c'est lequel le meilleur? Celui que vous allez préférer, tout simplement. Donc il y a des outils qui sont peut-être mieux pour vous pour faire de la synthèse de documents, d'autres pour rédiger ou pour brainstormer, mais essayez-en plusieurs. Ce qui est long là-dedans, c'est d'écrire le prompt, c'est ce qu'on va voir ensemble. C'est pas d'aller le mettre dans 3 outils. Et puis comme ça, vous allez voir, vous avez 3 stagiaires qui reviennent avec leur copie et vous allez picorer ce qui vous intéresse ou choisir le modèle que vous préférez. Donc première manière de perfectionner cet outil, vous. Voilà. La deuxième, c'est un renforcement qui va être supervisé par les développeurs. Alors, ils vont prendre des phrases et justement corriger un petit peu les réponses que l'outil pourrait proposer. Alors, si on dit le ciel il est bleu, on va dire qu'il est bleu. Alors, bleu, je vais dire, tiens, ça c'est la bonne réponse, je la cache et je vais demander à l'outil de répondre et il va faire des propositions. Et l'outil, en fonction de ses propositions, va être
superviser et re-régler d'une certaine manière. Donc, s'il dit bleu, le développeur va dire « Ah, ça, tu as raison, tu peux augmenter ta probabilité que ce soit ce mot-là dans ce contexte donné. Infini, par contre, non, là, tu réduis ta probabilité. » Et donc, c'est comme ça qu'il faut le voir, comme un nuage avec des milliards de mots en suspension qui sont reliés par des petits vecteurs ensemble, des petits chiffres, des lignes de chiffres. Et puis, au moment où on crée une phrase, eh bien, alors il y a un calcul scalaire pour ceux qui se souviennent de leur cours de maths, on va regarder quel est le vecteur le plus proche d'un mot. Et il va petit à petit assembler des mots. Donc si je vous dis chien et loup, alors dans votre tête c'est assez proche parce que c'est de la même famille, si on peut dire, mais pour ChatGPT, pas du tout. Ce qui est sans doute plus proche de chien, c'est sans doute chat, parce que ce sont deux animaux domestiques, et il y a plus de probabilité qu'ils se retrouvent à l'intérieur d'une même conversation. Donc il regarde quel est le vecteur plus proche, et puis il assemble un mot, il continue, et il va comme ça construire sa phrase, générer sa phrase. Et puis il y a une dernière manière de le renforcer, alors qui est un peu plus insidieuse et qu'il faut quand même garder en tête, c'est un renforcement politique ou sociétal de ces outils, c'est-à-dire que dans certaines situations, il va refuser de répondre ou il va avoir des réponses biaisées. Si je lui dis tiens, comment est-ce qu'on fait une bombe avec des produits du commerce? Il va dire ah ben non, il ne faut pas faire de bombe, c'est pas bien. Alors qu'il pourrait très bien répondre. Ou regardez toutes les polémiques qu'il y a eu dans les dernières semaines avec des ados poussés au suicide parce qu'ils ont trop discuté avec ChatGPT, et ChatGPT va toujours dans le sens de la personne qui lui pose la question. Hein. Si tu veux te faire plaisir, vas-y, tiens, voilà comment on fait un nœud. Enfin, ben, voilà ce que les développeurs aujourd'hui veulent détecter, une détresse émotionnelle pour emmener la réponse sur quelque chose qui était préformaté. Alors lorsqu'il refuse de vous répondre, vous allez le voir, mais lorsqu'il biaise certaines réponses pour les faire pencher dans un sens ou dans un autre, ben, si vous n'avez pas l'expertise sur le sujet, vous passez à côté. Et donc, vous risquez de reproduire des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Donc, je le répète, uniquement pour les sujets pour lesquels vous avez l'expertise. N'oubliez pas que tous ces outils sont américains, avec une culture anglo-saxonne, avec des jeux d'entraînement principalement américains. Donc, si vous les emmenez sur des sujets potentiellement clivants, environnementaux, ou liés à notre culture européenne, eh ben, il y aura forcément une influence, donc ce sera à vous de les détecter. Ça reste culturel, finalement. C'est fait Ça par reste l'homme, donc c'est culturel. Bien sûr, il y a des biais, alors c'est plus artificiel qu'intelligent d'ailleurs, hein, mais il y a effectivement des biais culturels, et si vous voulez utiliser Grok, qui est l'IA d'Elon Musk, ben, vous savez que vous êtes chez Elon Musk. Voilà. Donc une modération libertarienne. Lui, il voulait un chat GPT non woke. Voilà, c'était son cahier de charge, ça tenait sur un post-it. Donc forcément, il y a un effet de boule de neige aussi, puisque ça va attirer des gens qui recherchent ce type de modération minimale ou de vision non woke, puisque c'était ça qu'il voulait. Et forcément, par un effet d'entraînement avec les utilisateurs, il va devenir de plus en plus comme ça. Pour bien comprendre, pardon, non woke, peut-être que vous pourriez expliquer ce que c'est? Alors, l'heure ne nous permet pas d'aborder le terme du wokisme, alors je vais l'enlever. Non, mais c'est le cheval de bataille de woke, c'est éveillé, mais alors c'était détourné un petit peu de son... Voilà. Mais, et puis même chose avec des IA chinoises, hein, il y en a plein qui existent, qui sont très puissantes. Ben, si vous êtes sur des IA chinoises, vous savez que vous êtes sur des biais chinois. Je demandais à DeepSeek, tiens, fais-moi un résumé des événements de la place Tiananmen. Alors il dit, ah non, j'ai pas assez d'éléments pour vous répondre. Tu parles, il n'a pas assez d'éléments. Ben, évidemment, ça a été fermé par un développeur. Depuis le 1er décembre, d'ailleurs, DeepSeek est interdit sur tous les téléphones des fonctionnaires fédéraux. Ça montre bien qu'il y a une porosité importante entre le pouvoir en place et tous ces différents outils. Donc retenez en tout cas une seule chose, ça n'est pas un être omniscient, ce n'est pas un futurologue. Vous devez l'emmener sur des terrains que vous pouvez maîtriser. Alors je ne dirais peut-être plus ça dans 2 ans, hein, mais aujourd'hui, c'est un assistant de rédaction, c'est un assistant de brainstorming, mais ça n'est pas un substitut de Google, encore moins sur les sujets que vous ne maîtrisez pas parce que vous courez potentiellement un danger. Oui, est-ce que vous disiez par rapport à la date que dans certaines IA, par exemple, de ce que j'ai compris, il prend les connaissances jusqu'au juin 2024, par exemple, ça veut dire que toutes les nouveautés, il ne les a pas. Il ne les a pas, mais il peut chercher sur le web. Donc quand il voit que potentiellement les choses sont liées à l'actualité, je lisais un article récemment, c'est intéressant parce que ça rassemble ces deux slides. Quand on lui demande, tiens, quels sont les derniers événements à Gaza? Alors il dit, derniers événements, donc c'est sans doute pas dans mes jeux de données d'entraînement, je vais aller regarder sur le web. Alors quand on lui fait le prompt en arabe et en hébreu, on n'a pas du tout les mêmes réponses.
parce qu'il va chercher forcément des données qui ont été structurées différemment et qui n'ont pas été renforcées de la même manière. Donc, on verra tout à l'heure, il y a des outils qui sont beaucoup plus adaptés à la recherche web. ChatGPT et consorts, gardez-les pour ce qu'ils sont, de la rédaction, de la réflexion, et c'est déjà beaucoup. Ça permet déjà de gagner énormément de temps. Donc le danger, c'est ce qu'on appelle l'hallucination. Donc il risque de faire des erreurs parce que tout simplement, il veut terminer sa phrase. Donc attention, sur des sujets, j'en ai listé ici quelques-uns, tout ce qui est lié aux recherches juridiques, réglementaires, ce n'est pas une base de données juridique. Donc il va, notamment sur des sujets un petit peu pointus ou sur des sujets récents, il est encore plus susceptible de faire des erreurs, des citations, des chiffres, des analyses. Il n'est pas fait pour ça. Vous pourrez aller lire le lien que j'ai mis dans la présentation. Ici, on donne à ChatGPT, on lui donne 200 citations et on lui dit « trouve les auteurs ». Et en moins de 3 secondes, hop, il a tout trouvé, mais sur les 200, il s'est planté 146 fois. Mais il ne vous le dit pas. Donc si vous n'avez pas la capacité de le détecter, eh ben, vous courez forcément un danger. Donc tout ce qui est factuel, méfiez-vous, tout ce qui est fait historique et surtout tout ce qui est postérieur à sa date d'entraînement, c'est moins bien structuré. Donc je le répète, uniquement pour les sujets pour lesquels vous avez une expertise. On a parlé de copilote tout à l'heure, le nom est bien trouvé, c'est vous le pilote. Mais vous avez un copilote qui vous propose des routes alternatives et vous allez décider si vous les prenez ou pas. C'est votre responsabilité. Le contrôle, j'insiste vraiment beaucoup là-dessus, parce que le danger, c'est de se faire aspirer par le côté bluffant de ces IA et finalement de les laisser totalement piloter. C'est l'humain qui pilote et c'est certainement pas l'IA en conséquence. Oui, ça paraît incroyable par rapport aux citations. On se dit que c'est quand même une information facile à trouver. En tout cas, dans Google, si j'écris une citation, normalement, il va me trouver l'auteur. Enfin, comment c'est possible que l'IA ne sache pas répondre à ce genre de questions qui paraît très factuelles, des faits historiques Parce que Google, c'est une bibliothèque avec des livres. Donc, il va aller chercher le livre et s'il ne le trouve pas, il le dit. Lui, c'est un générateur de texte. Donc, il y aura toujours un mot plus probable qu'un autre. Donc, si il y en a un qui est un peu moins probable, il va le mettre quand même sans avoir la vérification du sujet. Alors, on peut quand même diminuer le risque d'erreur. C'est ce qu'on appelle le RAG. Retenez pas le terme, mais c'est le fait d'ajouter des fichiers dans vos prompts. Si vous faites référence à une circulaire ou un décret wallon et c'est tout, vous le laissez aller chercher je ne sais pas quelle version, je ne sais pas où. Si elle est disponible en ligne, vous mettez le lien, c'est mieux. Il va aller se concentrer sur le sujet. Si vous l'avez en PDF, c'est encore mieux parce que vous allez réduire le périmètre de son analyse et vous l'empêchez forcément d'aller se disperser. Il va se concentrer sur ce que vous lui avez donné. Et aujourd'hui, ils sont capables d'absorber des gros volumes de documents, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2-3 mois. Maintenant, on peut mettre jusqu'à 1000 pages. Il va comprendre des graphiques qui sont noyés dans les documents, ce qui n'était pas le cas avant non plus. Donc ça peut être, mais ce n'est pas exemple d'erreur, donc il faut faire quand même attention. Et puis on le verra tout à l'heure dans les autres outils que je vous conseillerais. Il y en a qui sont plus adaptés pour travailler sur des gros volumes de documents ou de manière croisée sur certains d'entre eux. Et vous verrez que tous ces outils, il y a un peu de chevauchement à un moment donné. Le core business ou la spécialité de ChatGPT, c'est la rédaction, c'est la réflexion. Les autres aussi, même s'ils font un petit peu ce que fait ChatGPT, mais allez chercher dans votre boîte à outils. Je vous en propose 3 aujourd'hui. Ce n'est pas beaucoup, mais vous allez voir qu'ils sont très complémentaires. Vous verrez comment aller un petit peu plus loin. On a vu maintenant comment ça fonctionnait, donc ce que c'est et ce que ça n'est pas. On va voir maintenant comment l'utiliser. Alors, c'est le prompt, on tourne autour depuis tout à l'heure. Il y a différentes manières de le construire. Je parlais d'un briefing que vous allez faire à un étudiant. Gardez en tête cette image parce que vous allez voir que si vous essayez de briefer un humain, les mots vont venir beaucoup plus facilement. Parce que si vous êtes devant votre écran, vous avez tendance à intellectualiser un peu trop les choses et à vouloir être trop succinct. Il va manquer plein d'éléments de contexte. Et donc, voilà, vous n'avez pas dit que vous étiez en Belgique. Ah, voilà, vous avez des dispositions légales françaises qui viennent s'ajouter dans la réponse parce qu'il n'est pas dans votre tête. Alors, il y a plusieurs éléments qu'il faut absolument qu'on retrouve dans vos prompts. Aujourd'hui, les choses se sont un petit peu... Donc juste, le prompt, c'est la question que je pose dans l'outil. C'est le briefing.
Voilà. C'est le briefing. Donc, Volontairement, je vais utiliser ce terme-là. Voilà, c'est le premier contact que j'ai Ça se avec l'IA. traduit par invite, par requête. Voilà, c'est la question, c'est la demande que vous allez faire à ChatGPT. Donc, elle nécessite d'avoir quand même un petit peu de matière pour expliquer le contexte. Mais alors, avant d'aller justement dans ces subtilités-là, je voulais montrer à quel point il y a un des ingrédients du prompt qui est important, c'est le principe du rôle. Je vais prendre un exemple. Si je demande à ChatGPT, bah tiens, écris-moi une définition de la communication publique, comme si tu étais un étudiant de 19 ans, ou à quelques fautes d'orthographe, comme ça sera plus crédible. Enfin, c'est comme ça qu'ils font. Hein. Alors, bah, il va écrire une définition de la communication publique qui est pas mal, voilà, voilà, pour faire passer des idées ou des messages importants. Il manque un S, ça c'est bien. Donc je lis et je me dis, c'est pas mal, hein, mais c'est pas hyper impressionnant, mais je lui donnais un rôle d'étudiant. C'est un niveau finalement. Si je prends exactement la même question, c'est la même question, hein, mais je change le rôle, je lui dis de le faire comme un prof d'UNIF. Je ne vais pas déclencher une espèce de fonction secrète de développeur ou un truc caché. Simplement, je le force à aller chercher d'autres types de jeux de données d'entraînement. Il a fait des lectures académiques. Il a lu toute une série d'autres sujets, donc il va aller dans des univers sémantiques différents. Et là, la réponse change totalement. Ça devient beaucoup plus complet, c'est plus précis, les concepts sont beaucoup plus détaillés, alors que c'est potentiellement exactement la même question. Et ça, c'est un conseil que je vous donne. Si vous avez une expertise dans un sujet, dites-le, parce qu'il ne peut pas le savoir. Donc si vous ne le dites pas, bah, vous allez dire, oui, bon, c'est pas très impressionnant. Bah oui, mais vous n'avez pas dit que vous étiez spécialiste de. Donc utiliser du jargon, ça l'oblige à aller dans certaines parties de ces jeux de données d'entraînement spécifiques, et vous verrez à quel point déjà la réponse va commencer à être beaucoup plus qualitative. Donc le rôle, le métier, je prendrai un exemple tout à l'heure pour un peu plus dans nos domaines, comme ça vous verrez un petit peu comment le construire. Le rôle, le métier, l'expertise, le public, à qui parlez-vous? Ça aussi c'est très important, c'est implicite, vous ne le mettez pas, c'est dommage, parce que forcément votre texte, le texte qu'il va vous proposer, va être adapté à tout type de public. Alors que vous, si vous parlez à une autorité publique, à des collègues, à un médecin ou une famille de patients, forcément, vous n'allez pas utiliser les mêmes termes, ni sur le fond, ni sur la forme. Et d'ailleurs, si vous devez régulièrement vulgariser, vous savez à quel point c'est compliqué de vulgariser, hein. On a tendance à s'enfermer dans du jargon, on explique des process, etc. En fait, les gens s'en fichent un petit peu, ils veulent savoir en quoi ça les concerne et comment l'utiliser. Vous voulez vulgariser, demandez-lui de l'écrire à un enfant de 12 ans. Alors, tout d'un coup, tout change. C'est beaucoup plus simple. Les phrases sont courtes, il travaille avec des analogies, et ici, il va expliquer à quoi ça sert, alors que le prof, il explique comment ça marche. C'est ça la base de la vulgarisation. Alors après, c'est à vous de décider, hein. C'est à vous d'arbitrer en disant, bon, ça c'est trop simpliste, je ne prends pas, ou tiens, ça c'est pas mal de l'expliquer comme ça. C'est ça l'idée de ChatGPT et de tous les autres, c'est d'avoir une espèce de cerveau augmenté. Vous allez avoir une sorte de grille de lecture qui va s'adapter à vos publics. C'est en ça que c'est très puissant. Donc si vous le gardez dans vos domaines d'expertise, que vous avez ces capacités de dire ça je prends, ça je ne prends pas, vous allez augmenter vos capacités de communication, vous allez trouver des idées que vous n'aviez pas forcément eues avant, mais j'insiste encore une fois, c'est un outil, c'est votre outil ou c'est votre stagiaire, à vous de vérifier, de valider tout ce que vous allez mettre dedans. Pour revenir sur le prompt, ça me fait un peu penser à mes cours de français, il fut un certain temps, où il fallait dire qui, où, quand, quoi, comment, pourquoi. Enfin voilà, ça, Ou les quelque cours chose de de journalisme structuré. avec les 5 W. Oui, non, mais c'est ça. Mais après, à chacun de faire sa petite gymnastique, sa petite démarche pour le construire. Je vous ai préparé une structure que vous pourrez reprendre. Alors au début, c'est un peu scolaire, mais assez vite, vous verrez que vous allez l'intégrer totalement dans vos habitudes. Donc sur le prompt, voilà, quelques éléments importants. Le rôle, le public, le style. Alors, le fameux style ChatGPT, là, le truc qu'on repère maintenant à 2 km. Parfois, on lit des communiqués de presse et on se dit, les gars, ils ne sont pas foulés. Mais il y a des gens qui pourtant écrivent vraiment comme ça. ChatGPT est capable d'écrire dans un autre style. Encore faut-il lui demander. Je prends des exemples un peu extrêmes. Si je lui demande de l'écrire à la manière de Baudelaire, je vais avoir des alexandrins. Bon, dans un courrier, ça peut être sympa. Ou à la manière d'un rap. Alors, hop, j'ai toutes les paroles d'un rap sur la communication publique. Et il y a d'ailleurs des IA génératives de musique. Donc si vous voulez faire des sous sur Spotify, vous générez vos paroles, vous le mettez dans Suno. Je vous ai mis un petit lien si vous voulez aller écouter tout ça. Bon, alors vous écrivez pas des raps tous les matins. Enfin, je ne connais pas votre vie, mais
En revanche, vous écrivez sans doute souvent des courriers, des notes, des rapports. Et ce qui serait sympa, ce serait que ChatGPT écrive comme vous, dans votre style à vous. Alors ça, c'est tout à fait possible. Encore une fois, il suffit de lui demander. Comment allez-vous faire? Vous allez prendre un texte que vous avez écrit. C'est vraiment typique de votre style, hein, de votre plume. Donc une page et demie dans Word, 500-600 mots, des phrases courtes, longues, le type de syntaxe, bref. Un texte à vous. Et vous lui dites, analyse-moi le style de ce rédacteur. Alors le prompt est un peu plus long, mais enfin, c'est ça l'idée. Analyse le style du rédacteur et puis il va vous proposer un petit paragraphe d'analyse en disant, voilà, le style se caractérise par un ton à la fois, blablabla. Ça, vous le gardez précieusement et la prochaine fois que vous lui demandez d'écrire, vous lui écrivez à la manière de, tac, vous mettez ça, vous allez voir, c'est magique. Alors c'est magique comme un stagiaire qui vous connaît bien va écrire comme vous. Il faudra repasser derrière. Ce ne sera jamais parfait à 100%, mais visez plutôt 80-90. Donc sur quelque chose qui peut vous demander 1 heure de travail, vous avez gagné 50 minutes. Sur un email de 10 lignes, ça n'a pas de sens. Vous allez passer plus de temps à écrire le prompt qu'à le corriger ou aller au-delà. Et donc là, vous pouvez vous faire même, pourquoi pas, des bibliothèques de style interne, style pour les familles, style. Et là, il va, sur base d'un document de fond, pouvoir vous le retransformer en quelque chose qui sera beaucoup plus adapté, encore une fois, à votre interlocuteur. C'est ça la base de la communication, hein. C'est pas parler, c'est se faire comprendre. Donc vous avez tout d'un coup un outil qui vous permet de vous connecter beaucoup plus facilement à chacun, à partir du moment où vous gardez le contrôle. Et pour cela, on l'enregistre dans nos paramètres. Alors c'est là où on peut le mettre dans la personnalisation de ChatGPT, hein, là, à nouveau dans les paramètres. Là, ça va valoir pour tout. Donc ChatGPT va toujours utiliser ces éléments de contexte. On peut lui donner des éléments de contexte de fond et de forme. Je travaille dans une maison de repos, mon métier consiste à ta. Voilà, plus besoin de le dire. Maintenant, il sait exactement ce que vous faites. Même chose pour le style. Alors c'est bien lorsque les tâches sont toujours identiques. Par contre, si vous le cherchez plutôt un outil pour vous ouvrir et changer un peu votre point de vue, c'est pas terrible parce qu'il va vous enfermer dans une bulle. Il va toujours fonctionner de la même manière et vraiment toujours aller plus loin. Il y a une nouveauté dans les versions gratuites de ChatGPT, ça s'appelle les projets, on va les voir juste après, mais ça va permettre d'avoir des personnalisations par thématique. Mais justement, entrons dans l'interface de ChatGPT, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Ça ressemble vraiment à Google, hein. C'est pour ça, je le disais, ne voyez pas ça comme l'apprentissage d'un nouvel outil informatique. Ce n'est pas le sujet. Si vous savez utiliser Google, vous savez utiliser ChatGPT. Le plus compliqué là-dedans, c'est l'explication, la demande que vous allez faire pour qu'elle soit suffisamment bien structurée. Et d'ailleurs, vous le voyez, hein, poser une question, non. Faites un briefing. Une ligne, non. 15 lignes. En tout cas, pour des demandes un petit peu construites. Ce que je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez travailler sur votre prompt en toute quiétude, faites-le dans un Word ou dans un email que vous n'envoyez pas, comme ça vous avez plus d'espace, parce que le grand classique ici, on commence à écrire, on veut revenir à la ligne, hop, zut, il est parti, et on ne peut plus le reprendre. Bon. Donc travaillez-le à part, mettez-le dedans, et vous allez voir à quel point c'est rapide. Alors pour ceux qui n'ont encore jamais utilisé, chatgpt.com, commencez par ça. Vous allez dessus, il y a 3 manières de l'utiliser. Soit vous n'avez pas de compte, vous n'avez pas envie d'en créer un, parce que c'est juste pour tester. On peut tout à fait le faire. On va sur chatgpt.com et puis on lui pose une question. Alors évidemment, si vous revenez demain, il ne sait pas que c'est vous. Donc il n'y a pas d'historique, il y a plein de fonctionnalités qui seront désactivées, mais on peut l'utiliser comme ça. Deuxième manière de l'utiliser, on peut créer un compte gratuit. Et alors avec ce compte gratuit, vous avez un usage qui est illimité de prompt texte. Mais avec votre compte gratuit, eh bien, tous les jours, vous avez accès aux fonctionnalités payantes, mais avec un quota. Et donc, à un moment donné, il va vous dire « Ah, vous avez atteint votre quota quotidien, il faut atteindre 21h12. » Alors, vous avez le sentiment d'être bloqué, mais non, il suffit de faire nouveau chat, et hop, vous êtes reparti, et on peut refaire du texte. Mais c'est pour ça que ne vous étonnez pas que le matin, vous mettez un fichier, l'après-midi, ça ne marche plus. Ce n'est pas un bug, c'est simplement que vous avez atteint votre quota quotidien. Et donc, il faudra attendre le lendemain ou passer à la caisse, passer à la version payante. Elle coûte 23 € par mois. C'est cher et pas cher finalement, hein, parce que si vous gagnez 2 heures par semaine, ce qui n'est pas si ambitieux que ça d'ailleurs, c'est 1 jour par mois. Donc payer 23 € pour gagner 1 jour par mois de tâches rébarbatives, c'est finalement pas cher payé. C'est ce que beaucoup d'entreprises vont certainement faire comme calcul.
Donc, avec votre compte gratuit, bah, il est suffisant si vous ne l'utilisez que pour de la reformulation, pour du texte. Il n'y a pas besoin d'avoir la version payante. Donc, que fait-on avec la version payante? Eh bien, tout est caché là dans le petit plus qui est à côté de poser une question. On peut donc ajouter, des fichiers, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le RAG, on peut ajouter des photos aussi, on peut créer des images, ça je pense que ça a échappé à personne, mais il y a quelques mois, toutes les petites figurines sous blister, là, les petits starter packs qui circulaient, ça venait du nouveau générateur d'images de ChatGPT. On peut activer son modèle chaîne de pensée. Ici, je ne vais pas entrer trop dans ces détails. Ce que je voulais vous montrer, c'est la partie qui est en vert. C'est le mode Canva. Alors, notamment pour ne pas faire la confusion avec Canva en ligne qui permet de modifier des images, ce n'est pas la même chose. Ici, c'est un mode Canva, une structure. Ça va vous permettre de travailler sur des textes plus longs pour les affiner. Donc, vous allez pouvoir travailler sur un courrier, une note. Vous savez que vous n'êtes pas très loin du but, mais il faut encore aller chipoter un petit peu dedans. Il y a des choses à changer. Eh bien, en activant le mode Canva, tout l'interface change, le chat passe à gauche, et à chaque fois que vous allez faire une modification dans le chat, eh bien, tout votre texte est réécrit en totalité. Et donc, ça vous permet d'avoir toujours le texte final sous les yeux, plutôt que d'avoir des morceaux qu'il va falloir reconstituer par la suite. Voilà, c'est ça le mode Canva. Allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Allez voir peut-être aussi le mode vocal. Alors, ça consomme beaucoup, hein. Donc, votre quota quotidien, vous allez l'atteindre assez rapidement parce que le quota, il n'est pas lié à un nombre de demandes, il est lié à la charge serveur que vous allez demander. Quand vous faites du texte, ça ne consomme pas trop, mais lorsque vous demandez à générer des fichiers, générer des images, c'est beaucoup plus gourmand. Donc, le quota on l'attend beaucoup plus vite. Le mode vocal, il va permettre d'interagir avec ChatGPT oralement. Et ça fait énormément de progrès ces derniers mois. Notamment sur le temps de latence, où avant il fallait 3-4 secondes entre la question et la réponse, ça ne donnait pas envie de discuter. Aujourd'hui, 300-400 millisecondes, c'est le temps de latence normal, hein, d'une conversation. Donc on lui parle, il répond tout de suite, on peut l'interrompre et puis il s'adapte à vos émotions. Alors là, ça fait un peu Black Mirror, mais voilà, quand on a un ton ferme, il reste professionnel. Quand on a un ton enjoué, il fait des blagues et il rigole. On en est là déjà, hein. Et c'est sur toutes les IA génératives? Alors, chaque IA générative va rajouter des fonctionnalités particulières. Le mode vocal, on le retrouve un peu partout. ChatGPT est quand même précurseur, un peu chef de file en la matière. Donc, dès qu'il propose des nouvelles fonctionnalités, on les voit apparaître ensuite rapidement chez les concurrents. C'est le cas de Canva, vous allez le retrouver chez Mistral, dans d'autres systèmes, les chaînes de pensée également. Donc voilà, l'hégémonie de ChatGPT est en train de changer avec les nouveaux modèles de Google. Donc, ça va être intéressant à suivre. Mais je parlais de course à l'armement, c'est vraiment ça. Je ne vais pas faire le détail de tout ce qu'il y a dans l'interface pour ne pas être trop long. Je voulais quand même parler des projets. Je l'abordais juste à l'instant. Les projets, ça va vous permettre de créer des dossiers thématiques dans lesquels vous allez pouvoir ranger vos conversations. Ce sera déjà un peu moins le bazar d'ailleurs dans l'historique. Mais surtout, vous allez pouvoir y affecter une personnalisation du style. Le style dont je parlais tout à l'heure, plutôt que de le mettre sur l'ensemble de ChatGPT, vous allez pouvoir le dédier à des thématiques. Et donc, dès que vous entrez dans ce dossier-là, ChatGPT sait comment est-ce qu'il doit parler et quels sont les éléments de contexte. On peut lui donner des fichiers de modèles, par exemple. Donc, on peut avoir, je ne sais pas moi, communication interne, recrutement, communication aux patients. Et à chaque fois, il va changer son ton, il va utiliser des modèles différents. Donc les projets, allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je le rappelle, dans cette version gratuite, vous y avez accès. Donc un petit temps de personnalisation où on crée ses dossiers, ses projets, et là après il adapte en fonction. Voilà. Donc on doit lui dire dans tel projet. Alors l'interface n'est pas terrible, hein, je vous le dis, il faut aller tout en haut à droite, il y a Les 3 petits débuts, points, peut-être encore. instructions, oui, ben voilà. Chipotez, vous trouverez. Voilà. Faut pas avoir peur d'y aller en tout cas. La curiosité n'est pas un vilain défaut. Donc voilà, on a vu un petit peu comment l'interface fonctionnait. J'avais envie de vous montrer justement un prompt un peu plus concret pour ceux qui nous regardent. Donc j'en ai fait un peu plus adapté à votre univers et à votre quotidien. Donc je le rappelle lourdement, c'est un briefing qu'on fait à un stagiaire. Alors donc c'est pas 2 lignes, hein, c'est un peu plus. Si vous avez un étudiant face à vous, vous allez naturellement lui dire, tu vois, chez nous on fonctionne comme si, donc attention, fais bien attention à telle et telle chose. Les mots viennent naturellement. Donc imaginez toujours un humain,
Ça enlève d'ailleurs un peu le côté artificiel à l'intelligence. Ça reste un outil qu'on va devoir domestiquer. Alors, je vous ai pris une situation. euh, alors, voilà, je vous mets dans un rôle d'un travailleur social. Vous êtes dans une maison de repos et vous accompagnez une patiente de 85 ans. Elle a une situation psychosociale assez complexe. Vous avez sollicité l'avis du médecin pour le suivi clinique. Le médecin, il est compétent, mais il est vite un peu cassant parce qu'il est pressé, il n'est pas super sympa, et donc vous procrastinez parce que vous avez pris des notes, vous avez rencontré la famille, vous avez rencontré la patiente, vous avez des notes un peu partout, c'est un peu désorganisé, et il va falloir donner un briefing clair et précis au médecin, parce que sinon, vous sentez bien qu'il va s'énerver un petit peu, et à force d'attendre, la réunion, là, elle est dans 15 minutes. Donc, ça va être compliqué de le faire parce que vous savez que ça va vous prendre au moins 3/4 d'heure, 1 heure. Dans 10 minutes, vous pouvez tout à fait l'avoir avec ChatGPT. Donc, comment faire? D'abord, vous allez regrouper toutes vos notes dans un fichier que vous allez nettoyer. Vous enlevez toutes les données à caractère personnel. Rien qui concerne le patient, aucun nom, aucune information. Ça vous permet d'avoir un fichier qui est propre, que vous allez pouvoir utiliser dans l'IA de votre choix, ChatGPT, Google, Gemini, Mistral ou Grok si vous en avez envie. Ils fonctionnent tous de la même manière. Donc les prompts que je montre ici sont tout simples. Donc vous mettez votre fichier qui a été nettoyé dans l'IA, et puis vous allez écrire votre briefing, vous allez écrire votre prompt. Ça va vous prendre peut-être 10 minutes, ou ça va vous prendre 20 secondes si vous prenez le mien, mais vous allez voir qu'assez vite, vous allez commencer à avoir des bibliothèques de prompts, parce que vous utilisez toujours un peu les mêmes. Donc on va le décortiquer ensemble pour que vous compreniez bien les ingrédients à mettre dedans. Vous allez voir, c'est tout simple, c'est naturel, j'allais dire. Donc n'intellectualisez pas les choses, vous n'êtes pas face à un outil informatique, vous êtes face à un collègue, vous êtes face à un stagiaire à qui vous allez expliquer ce que vous attendez de sa part. Donc d'abord, vous allez le mettre dans un rôle. Voilà, tu es un travailleur social dans une maison de repos de Wallonie. J'ai une patiente de 85 ans et voilà, je suis en train de la suivre. Chaque mot est important. Donc travailleur social, il comprend qu'il y a déjà tout un univers sémantique ou une thématique dans lequel il va aller davantage puiser. Une maison de repos, ah d'accord, donc ce n'est pas la même chose qu'un travailleur social dans un CPS qui va accompagner des bénéficiaires en revenus d'intégration ou autre chose. Wallonie, ah, Belgique, francophone, donc pas France, mais et tous ces éléments mis bout à bout vont commencer à lui donner des éléments de contexte. Ça, ces petits détails, c'est typiquement ce qu'au début on ne met pas, parce que c'est évident. Donc, travaillez cette petite gymnastique. Dites les choses, tout ce qui est implicite, tout ce qui est évident, vous devez absolument l'intégrer. Ensuite, vous parlez de la cible. Je parle à un médecin qui est un peu pressé. Voilà, il faut que j'aille vraiment droit au but. Il attend une synthèse claire, il veut briefer son équipe. Ça, c'est mon public cible, donc décrivez-le. Ensuite, une tâche. Voilà. Aide-moi à analyser et à transformer toutes mes notes là, qui sont un petit peu désorganisées, elles ne se suivent pas, il n'y a pas de paragraphe, il n'y a rien du tout. Je veux un rapport qui soit clair. C'est ça la tâche que je te demande de le faire. Donc si vous lui demandez simplement « organise mieux mes notes », dans votre tête, ça va peut-être dire quelque chose, mais votre étudiant, il va faire au mieux et ça ne vous conviendra pas. Donc soyez bien descriptif, bien directif aussi sur ce que vous attendez, et plus vous allez mettre des exemples, et plus ce sera puissant. Donc vous allez déjà le guider. Et d'ailleurs, si vous utilisez ChatGPT pour faire du brainstorming, de la réflexion, ce que je vous conseille de faire, c'est de d'abord réfléchir sur papier. Vous lâchez toutes vos idées, parce que si vous demandez tout de suite à ChatGPT, déjà ce sera un peu vague, ce ne sera pas assez précis, et puis ce qu'il va vous donner va vous satisfaire et vous allez devenir feignant à la longue. Donc d'abord, vous réfléchissez vous-même et vous utilisez ces IA pour vous challenger, pour voir un petit peu comment améliorer ou optimiser votre texte. Et petite question de débutant, quand on rédige ce prompt, doit-on écrire par exemple rôle, ma demande, est-ce qu'on doit faire des paragraphes, mettre des espaces? Donc lui, voilà. lui, les retours à la ligne, il s'en fiche. Okay. Rôle, on peut le mettre si c'est plus simple. Maintenant, lui, il va le déduire. Okay. Tu es un travailleur social, je parle à ou je suis, il le comprend. Donc le rôle, c'est de dire aussi je suis, aide-moi à, ou tu es fait.
C'est pareil, ça le met dans un niveau justement d'expertise. Après, on peut faire la chasse aux mots aussi, hein. Donc j'en profite pour dire bonjour et merci, ça ne sert à rien, hein. C'est 2 tokens, donc c'est 2 instructions qu'il va devoir digérer. Voilà. Donc ça ne va pas améliorer les choses. J'avais une participante dans une formation, on disait mais moi je préfère dire bonjour et merci parce que quand les IA vont prendre le pouvoir, moi j'aurais été sympa. On ne sait jamais. Voilà. Chacun sa motivation, mais en tout cas ça ne sert à rien, ça n'augmente pas la qualité. Donc je vais le guider un petit peu sur ce que j'attends, sur le fond qu'il doit indiquer. Donc insiste bien sur voilà, la situation sociale de la patiente, hein. Je peux donner des exemples, un soutien familial fragile, des difficultés de mobilité. Donc je vais déjà le guider, comme ça il va aller dans mon sens. Parce que mes notes, c'est moi qui les ai prises, donc je sais déjà ce que j'aimerais bien qu'ils ressortent, les points d'attention, mais sans avoir le temps de tout relire, de tout restructurer, pour ne pas perdre de temps. Et surtout pas son nom de famille, ni sa commune. Alors, mais la commune, on peut, c'est pas une donnée à peut. caractère personnel. Le nom de l'hôpital aussi. Non, alors. Et puis, de toute façon, rappelons-le, 800 millions de personnes, il y a 2,5 milliards de prompts par jour. Donc, on est noyé dans la masse. Donc, non, il ne faut pas être plus royaliste que le roi, mais pour le respect du RGPD, on ne met pas de données à caractère personnel dedans. Donc je vais lui donner un format, je vais lui dire, bah voilà, je voudrais une note de synthèse, plus ou moins 200 mots. Tu les structures en 4 sections, tu expliques un peu le contexte, tu vas expliquer les problèmes que j'ai relevés, des points d'attention en rapport avec la famille, et puis des besoins immédiats, peut-être des recommandations. Mais alors attention, hein, on peut aussi lui donner des instructions négatives. Ne commence pas à mettre un avis médical dedans, parce que le médecin va me tomber dessus. Soit bien professionnel, soit factuel. Il y a des répétitions forcément regroupées. Donc ça, vous prenez ce prompt-là et vos notes désorganisées. En 40 secondes, vous avez un rapport. Il vous reste 8 minutes. Et on relit. Ben voilà, comme il reste 8 minutes, ça laisse le temps, pendant 5 minutes, d'aller tout relire, chaque virgule, hein, voilà, pour bien le valider, comme si c'était votre stagiaire qui l'avait écrit. Il vous reste 3 minutes pour l'imprimer, prendre un café et attendre le médecin dans la salle de réunion. Mission remplie. Donc à vous de trouver tous ces cas d'usage. Je ne vous cache pas que c'est ça qui est le plus compliqué au début. Souvent, beaucoup de personnes qui passent dans les formations se disent « Oh là là, on peut faire plein de choses avec les IA ». Non, ne faites pas comme ça. Si vous partez de l'IA en disant « Comment est-ce qu'elle peut m'aider ?», vous allez tourner en rond. Faites l'inverse. Partez de vos tâches du quotidien et en disant « Comment l'IA peut m'aider ? Comment je pourrais briefer un stagiaire ? Comment je pourrais lui expliquer ce que j'attends de sa part pour gagner du temps ?» C'est là où vous allez pouvoir lui refourguer toutes les tâches répétitives, tout ce qui est rébarbatif. Et je le mets ici en conclusion, le travailleur social, sa vocation, ce n'est pas d'écrire des rapports, c'est d'être dans une écoute, dans une recherche d'idées, d'actions. Le rapport n'est que le corollaire. Et s'il peut justement gagner 3/4 d'heure, gagner 1 heure sur le vrai sel de sa mission, tout le monde y gagne. Donc on ne dénature pas ce qu'on fait à partir du moment où on a tendance à garder la main dessus. Vous le voyez, un prompt, c'est finalement pas si compliqué que ça. À nouveau, essayez de voir un humain face à vous, les mots viendront tout seuls. Pour vous aider, je vous ai fait une petite structure. Alors au début, il y a un côté peut-être un peu scolaire, mais vous allez voir que ça va vite être intégré dans vos habitudes. Vous allez retrouver toutes ces questions auxquelles j'ai répondu dans le prompt précédent. Des éléments de fond, des éléments de forme. Alors tout n'est pas absolument nécessaire hein, pour toutes les demandes, pour tous les prompts, mais essayez toujours de trouver un rôle, une tâche, un contexte. Voilà. Avec ces 3 éléments-là, vous avez déjà beaucoup de choses et vous verrez qu'ils seront beaucoup plus qualitatifs que 90% des gens qui vont pouvoir y répondre. Faites le test aussi, pourquoi pas, avec un prompt récent qui vous a apporté une réponse qui n'était pas satisfaisante. Essayez maintenant de le redynamiser pour voir si les réponses sont plus qualitatives. Pensez bien indiquer l'expertise, sinon, je le répète, ça va être un petit peu trop fade. Merci Vincent pour cette structure très précieuse et concrète qui va vraiment nous aider dans notre quotidien dans l'utilisation de l'IA. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Alors ChatGPT, c'est une chose. Rédaction, brainstorming, ça c'est vraiment à privilégier. Alors je dis ChatGPT pour simplifier, mais Mistral si on veut rester européen, Gemini ou tout ce qu'on veut. Exactement, exactement. Chaque outil fonctionne de la même manière, donc vos prompts fonctionneront sur tous ces outils. J'avais envie de vous montrer aussi 2 autres outils complémentaires. À vous de faire votre petite boîte à outils. Il n'y a pas besoin d'en avoir 50. 3 sont déjà tout à fait complémentaires. Le prochain, celui que je vais vous montrer,
Si vous ne le connaissez pas encore, ça va changer votre vie et je pèse mes mots. Cet outil, c'est NotebookLM. Alors NotebookLM, c'est Google qui est derrière. Et comme son nom l'indique, ça va vous permettre de créer des notebooks, donc des carnets de notes. Vous allez créer des carnets de notes thématiques dans lesquels vous allez insérer vos sources, les vôtres, et vous allez pouvoir discuter avec vos sources, mais qu'avec celles-là. C'est ça le gros avantage de cet outil, c'est qu'il ne va pas halluciner. Vous lui posez une question, ça n'est pas dans vos documents, il vous dit ça n'est pas dans vos documents. Donc sur de la recherche, sur des documents extrêmement volumineux, cet outil est extrêmement intéressant. Vous avez des documents légaux de 2, 3, 500, 600 pages. Vous les avez lus il y a 2 ans, vous n'avez pas envie de les relire aujourd'hui, donc vous les donnez à votre stagiaire en lui disant « tu vas le lire et moi je te pose des questions dessus ». Donc vous lui donnez toute une série de documents pour faire des analyses transversales, des synthèses, tout ce que vous voulez. Le premier avantage, je le disais, c'est qu'il n'hallucine pas, il n'invente pas des choses, il ne trouve pas, il vous le dit. Deuxième avantage, qui n'est pas des moindres non plus, c'est qu'il va tout sourcer. Donc dans la demande que vous allez lui faire, il vous fait une réponse comme le ferait ChatGPT, il vous met des petites bulles et en cliquant sur la bulle, on voit la partie du document sur laquelle il se base. Donc c'est toujours un travail de vérification que vous allez devoir faire, mais c'est un petit peu comme du déplacement de temps de cerveau. Tout le temps que vous gagnez en rédaction, en recherche, vous le réinvestissez sur la vérification que sa réponse est bien adaptée au cas d'espèce ou cohérente par rapport à ce que vous lui avez demandé. Mais vous avez gagné de nombreuses heures pour aller un peu plus loin. Alors, comment est-ce qu'on l'utilise? On est chez Google, il faut une adresse Gmail, il faut un compte Google, donc une adresse Gmail. Vous allez sur notebooklm.google.com et là, vous allez créer votre premier notebook. Et en le créant, vous allez pouvoir ajouter des sources. Alors, je parle de sources plutôt que de fichiers parce que ça va bien au-delà. On peut mettre des PDF. Dans les nouveautés qui sont en train d'arriver, on pourra mettre aussi d'autres types de formats bureautiques, des points doc, des images, toute une série d'éléments. On peut lui mettre un lien vers une page web. Il va en faire une copie et l'intégrer comme une nouvelle page de notes dans votre carnet. Tout aussi intéressant, parce qu'on est dans l'écosystème de Google, on peut lui mettre un lien YouTube. Vous avez une conférence d'1h30 en allemand, toc, vous le mettez dedans, il vous fait un résumé en français. Vous étiez à la conférence, vous l'avez enregistré avec votre smartphone, vous mettez le fichier audio, hop, vous en faites des articles. C'est extrêmement puissant. Là, je m'adresse aussi à tous les étudiants. S'il y en a certains qui nous regardent, cet outil, il est indispensable pour les étudiants. On met les notes de cours, on met des syllabus, on met autre chose, et on va pouvoir le transformer en notes de synthèse. Il peut générer ce qu'il appelle des guides d'études. Donc, il est capable de générer des questions sur base de tout ce qu'il a pu voir dedans. Donc, vous vous entraînez sur la matière que vous lui avez donnée. Il fait des cartes mentales, des mind maps. Il n'y a pas de limite à cet outil. Il faut absolument l'avoir dans votre boîte à outils. On est chez Google, donc gros aspirateur à data. Donc, ne mettez aucun document interne, confidentiel, sensible. On est toujours sur le même sujet. Mais tout ce qui est déjà public, toutes les bases réglementaires, tout ce qui peut déjà être disponible sur Internet, mettez-le dedans. Et donc, vous allez travailler spécifiquement avec ce que vous allez y mettre. Et puis, cerise sur le gâteau, donc après, vous l'utilisez un peu comme ChatGPT. On lui pose une question, il y répond, on rajoute un petit peu ses notes. Et puis, cerise sur le gâteau, et là, vous n'êtes pas prêt. Il est capable de faire des podcasts. Donc, vous allez avoir une émission de radio avec 2 journalistes qui parlent de vos documents. Voilà. Je me demandais par exemple, j'ai testé moi-même l'outil et c'est vrai que je trouve incroyable. Et les podcasts, les voix sont vraiment incroyables, c'est vraiment bien fait. Je me demandais par exemple si une personne des ressources humaines souhaite faire une vidéo, par exemple sur l'accueil des stagiaires, est-ce qu'on peut y insérer par exemple le règlement d'ordre intérieur ou là on est déjà sur quelque chose d'un peu touchy, vaut mieux éviter? Est-ce que je peux lui donner plusieurs documents et il me fait une super vidéo pour expliquer aux nouveaux travailleurs comment ça se passe dans l'institution, etc. En plus du contact humain bien sûr, mais en complément disons. Ça dépend de la politique de chaque organisation. Bon, sur du règlement de travail, c'est plutôt un document interne, mais enfin, ce n'est pas ultra confidentiel. Il a vocation aussi à circuler, même en dehors des murs. Donc, moi, je le mettrais. J'ai un client avec lequel
on l'utilise en com interne justement. On transforme les notes de service en podcast et les ouvriers dans la camionnette écoutent l'émission sur les notes de service. Voilà. Ou alors vous allez à une réunion où vous n'avez pas eu le temps de lire tous les documents, vous générez un podcast dans la voiture, vous écoutez l'émission, ça vous donne des idées de questions à poser à la réunion. Donc on peut faire des podcasts et puis vous avez raison, on peut aussi faire ce qu'il appelle des résumés vidéo. Alors ça c'est très intéressant, hein. On lui met un document Word un peu indigeste d'une 30aine de pages, il va générer une sorte de petite vidéo, un peu, alors ce qu'on appelle un motion design, donc c'est un petit peu comme des diapositives avec du texte et une voix off ultra crédible qui va commenter les choses. Ça encore, c'est une autre manière didactique de faire passer de l'information auprès de publics qui n'ont pas nécessairement les bonnes grilles de lecture. J'en viens à mes étudiants, les vrais, ceux-là. Forcément, écouter un podcast en allant au sport sur une matière, faire des flashcards, donc les fiches d'apprentissage, c'est génial, et nouveauté de l'outil, il est capable de faire des infographies qui sont extrêmement bluffantes. Moi, je suis l'évolution de ces IA depuis plus de 3 ans. Bon, maintenant, je ne veux pas dire que je suis un peu blasé, mais je vois que les choses avancent. Les infographies, j'en reviens toujours pas. Il propose des quiz aussi. Donc, si on veut s'entraîner sur une matière, il nous propose des questions-réponses. C'est assez bien fait aussi. Voilà. Notre Book-LM, vous l'avez compris, c'est dans votre boîte à outils. Donc, pour résumer, ChatGPT pour écrire, pour réfléchir, notre Book-LM pour travailler sur des documents volumineux ou en faire des synthèses un peu transversales. Et puis, il en manque un, les recherches sur le web, le substitut à Google. Je vous disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas utiliser ChatGPT, il n'est pas fait pour ça. Eh bien, il y a un outil qui est tout aussi intéressant, il s'appelle Perplexity. Alors, comme son nom ne l'indique pas, il est assez simple à utiliser, c'est ça le concurrent de Google. Donc, comme Google, il a indexé la totalité du web, donc il a une liste de tous ses sites, l'analogie de la bibliothèque que je faisais tout à l'heure avec des livres, c'est ça, lui il a la liste de tous les sites et il va prendre le meilleur des deux mondes. Donc vous allez pouvoir lui poser des questions comme vous le feriez avec ChatGPT, parce qu'il va vous répondre sur un sujet que potentiellement vous ne connaissez pas, et en plus il vous affiche une page de résultats comme le ferait Google. Donc il reste à jour, contrairement il aux reste à autres jour, méthodes IA. tout à fait. Alors c'est comme Google, c'est comme tous les autres, ça n'est jamais imparable. Donc n'oubliez pas la vérification. Parce que c'est ça qui fait le plus peur d'ailleurs à Google. C'est pour ça qu'au mois de juin, on a vu débarquer ce petit onglet résumé IA, parce que Google se rend bien compte que le web qu'on connaît depuis 25 ans, où on cherchait, c'est fini. Maintenant, Au lieu de on demande. cliquer lien par lien pour essayer de faire un résumé des différentes réponses, là, Perplexity propose vraiment déjà le résumé, donc on ne doit plus cliquer lien par lien. C'est génial et c'est dangereux. Parce que ça veut dire qu'on va le prendre pour... argent comptant. Exactement, pour vérité. Alors on entend déjà des détracteurs qui disent, les gens sont même plus capables d'aller cliquer sur les liens, d'aller lire. C'est les mêmes qui disaient, à l'arrivée de Google il y a 25 ans, ils sont plus capables d'aller à la bibliothèque, ils vont juste cliquer sur des liens. Bon, il y a toujours eu des évolutions, et puis le temps qu'elles s'intègrent dans les habitudes de chacun. En tout cas, il faut, au moins pour un usage professionnel, à titre personnel, vous faites ce que vous voulez. L'hallucination, elle n'est pas très grave. On peut faire ce qu'on veut avec ChatGPT. Mais dans un usage professionnel, il faut quand même des éléments de cadrage. J'y viendrai tout à l'heure, à la fin. Mais Perplexity, utilisez-le parce que là, vraiment, c'est un substitut de Google. Si vous avez le courage, malgré tout, d'aller cliquer sur les liens, et vous verrez que c'est souvent des liens que vous n'auriez pas trouvés dans Google. Donc, profitez-en. Et il indique ses sources. Dans Perplexity, on peut voir les sources utilisées. Alors que dans ChatGPT, il a souvent du mal. Et on ne sait pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il a privilégié telle et telle source. Il y a énormément d'options, de fonctions dans Perplexity. Je ne vais pas les passer tout en détail, mais ça vaut le coup que vous y passiez un petit peu de temps. Je voulais quand même vous montrer un des éléments qui est intéressant, notamment sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. C'est que je vais pouvoir changer le type de source. Plutôt que de lui demander de faire des recherches sur des sources web, je peux lui demander de faire des recherches sur des sources académiques. Et alors à ce moment-là, il ne travaille que sur des articles publiés, des articles scientifiques, et il enlève tout ce qui est web. C'est l'équivalent de Google Scholar alors? Exactement, Okay. C'est l'équivalent de Google Scholar, sauf que Google Scholar, c'est qu'un moteur comme Google sur des sources universitaires. Donc vous avez envie de faire un article sur le réchauffement climatique pour un ado de 15 ans, mais uniquement basé sur les travaux du GIEC. Vous n'avez pas envie de vous taper les 1000 pages du rapport du GIEC, vous le mettez dans le prompt, on coche académique,
Et à ce moment-là, tous les blogs un peu militants, ben, ils les enlèvent et vous avez une approche qui est beaucoup plus scientifique. Vous voulez, pour une famille de patients, parler un nouvel essai clinique ou autre chose, c'est vite jargonnant, c'est vite complexe. Eh bien, vous allez expliquer à qui vous parlez, c'est toujours le même principe de prompt. Hein. Je suis, tu parles à, et il va se baser sur des sources vraiment validées avec un ton qui s'adapte davantage à un public qui n'est pas connaisseur. Perplexity, troisième outil, vraiment à garder avec soi. Merci pour l'astuce encore. Je voulais maintenant aborder l'impact environnemental, parce que c'est souvent un sujet qui revient dans les questions. Je pense que dans les questions qui avancent au webinaire, ça en faisait partie. Et c'est aussi une source de préoccupation dans vos équipes. Hein, là, je m'adresse aux chefs de service, aux managers. C'est souvent une raison du frein d'utilisation de l'IA, en disant ça consomme tellement, moi il n'est pas question, je continue à le faire à l'ancienne. On pourrait parler de beaucoup de résistance au changement, mais parmi celles-là, il y a l'impact environnemental. Alors il n'est pas anodin, bien sûr, hein, quand on entend parler des projets de nouveaux data centers, des gigafactories qui consomment énormément d'électricité, beaucoup d'eau, parce qu'il faut refroidir aussi les serveurs, ça fait un dégagement aussi de CO2. Les nouveaux projets, ça paraît d'ailleurs un petit peu fou, mais on se rend compte qu'il y a des tels besoins que eh bien, la structure électrique, les lignes à haute tension ne pourront pas supporter la charge, et donc les nouveaux projets, on parle de data center dans l'espace. Ben oui, parce qu'on n'a plus besoin de refroidir, il y a de l'énergie solaire à volonté, donc on en est là, tellement le besoin est important. Alors, dans les questions souvent qu'on me pose, c'est combien ça consomme une requête, pour que j'ai un peu un ordre de grandeur. Ça dépend de la requête, j'imagine, si Ben, c'est de l'image ou du texte. Exactement. Alors, ce qu'on va souvent retrouver dans les articles de journaux, c'est cette comparaison. Une requête ChatGPT, c'est l'équivalent de la consommation de 10 requêtes Google. Ben, sous-entendu, voilà, ne l'utilisez pas pour tout et pour rien. 3 Wh pour un prompt texte, c'est quand même beaucoup. Donc 10 secondes de micro-ondes ou 30 minutes d'une ampoule 7 watts, c'est beaucoup. Donc ça, on le retrouve dans énormément d'articles, parce que c'est basé sur une étude du MIT, donc pour beaucoup de journalistes, c'est du pain béni. Ce qu'on retrouve aussi beaucoup, et c'est là, vous avez raison, c'est une différence, lorsqu'on génère une image, c'est l'équivalent d'une recherche complète de smartphone et 5 litres d'eau. Donc les petites starter packs qu'on a fait à foison, ben, on imagine bien qu'on en a abattu des arbres. Alors c'est rigolo. Ouais, quand on se mettait en scène en poupée, avec des petits... Au mois de mai. Ah, oui, ça passe juste. vite, hein. Ça passe vite, on s'en souvient plus. Bon, ben, ces chiffres, moi, je ne peux pas les vérifier parce que, bon, ils sont dans... Enfin, il y a souvent des études contradictoires, et puis surtout au mois de juin, Sam Altman, le patron d'OpenAI, donc le patron de ChatGPT, on lui a posé la question. Ben alors, ça consomme combien une requête ChatGPT? Et lui, il a dit 0,34 Wh et 0,38 millilitres d'eau. Et ça, c'est 10 fois moins que ce que le MIT avait dit. Alors, qui a raison? Moi, j'en sais rien. Alors, je ne reprends pas de chiffres à mon compte. La seule chose qu'il faut retenir, c'est ça consomme, et ça consomme beaucoup. Donc il faut que chacun ait un usage raisonné, de se dire, pas de ChatGPT pour tout et pour rien. Si je veux vérifier l'orthographe d'un mot, il y a des dictionnaires en ligne qui sont beaucoup moins gourmands. Il y a même des dictionnaires papier, peut-être que je vous l'apprends, ou pour traduire DeepL, voilà, DeepL fait des super traductions, en plus c'est allemand, donc c'est européen, on reste sur une souveraineté européenne. Même chose avec les images. Vous avez généré une image, elle est pas mal. Est-ce que ça vaut le coup d'en refaire une autre? Donc c'est à chacun, en fonction de son degré de sensibilité, en fonction des valeurs de l'organisation, de définir peut-être des usages et puis de travailler là-dessus. J'en connais certains qui disent, voilà, moi je me donne 3 prompts par jour. Comme ça, j'ai choisi bien, je choisis celui qui est vraiment nécessaire. D'autres vont dire, moi je vais travailler sur la concision. Plutôt que de faire, je sais pas, 50 mots, je vais essayer d'en faire 25 pour dire la même chose. Ce sont des tokens, c'est le terme qu'on utilise pour le calcul, il y a 2 fois moins de calcul. Donc chacun à son niveau, en fonction de sa sensibilité, peut faire un travail là-dessus, mais vous avez raison, ce qui manque dans ces chiffres, c'est qu'on ne sait pas quel est le prompt, quels sont les data centers, est-ce qu'ils sont en circuit d'eau fermé, photovoltaïque ou pas, quel est le modèle des prompts. Les tout premiers sur ChatGPT 3.5 étaient très énergivores, les nouveaux sont beaucoup plus optimisés. Donc ne vous fiez pas aux chiffres, en tout cas prenez-les avec des pincettes, mais gardez un seul principe, ça consomme et ça consomme beaucoup.
Abordons maintenant la partie juridique, le cadre légal. Alors, bon, je l'appelais la minute juridique, c'est un peu ambitieux, mais je ne vais pas vous faire un cours de droit. Je vais plutôt revenir sur des questions que j'entends beaucoup de terrain. Ça va permettre de baliser un peu plus ce qu'il y a à faire ou pas. Et c'est d'ailleurs dans les questions que vous avez soumises, certaines d'entre elles s'y retrouvaient. Première question, et vous avez déjà la réponse. Est-ce que toutes les informations qui sont contenues dans mon prompt alimentent une base de connaissances générales? Bon, la réponse est non. Vous vous souvenez, le slide sur le bébé, la boîte elle est figée, il n'y a plus rien qui rentre dedans. Mais si vous n'avez pas désactivé l'amélioration du modèle, il s'entraîne sur tout ce que vous allez lui donner. Donc d'une certaine manière, faites attention à ce que vous mettez, même si ce ne sont pas des données à caractère personnel, des données sensibles ou un petit peu pointues, des noms de projets, des choses qui sont liées à l'hôpital par exemple. Voilà, sur des outils publics, évitez peut-être de le faire. Deuxième question, est-ce que je peux mettre des données à caractère personnel ou est-ce que j'ai besoin d'un accord préalable supplémentaire, un opt-in, c'est le terme dans le RGPD. Est-ce que je dois demander un accord supplémentaire pour pouvoir mettre des données à caractère personnel? Ben oui, parce que quand quelqu'un vous donne son autorisation pour que vous stockiez, que vous traitiez ces données à caractère personnel, c'est toujours avec une finalité bien particulière. C'est pour instruire un dossier, pour une newsletter, mais pas pour aller les mettre dans un serveur américain et faire tourner une IA dessus. Donc rien que pour ça, vous n'avez pas l'accord préalable des personnes. Donc il vaut mieux, même s'il y a des cas de figure un peu plus souples, dire à chacun dans un guide d'accompagnement, aucune donnée à caractère personnel. Tout le monde a eu une formation sur le RGPD, tout le monde sait ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel, ce n'est pas juste un nom, c'est aussi une photo, c'est aussi, on peut aller très loin, hein, une plaque d'immatriculation, c'est une donnée à caractère personnel, donc il faut enlever tout ça des différentes données. Autre question, est-ce que je peux utiliser une image que j'aurais faite avec une IA dans une brochure, sur un site web, etc. Bon, alors là, ce n'est pas la loi qui va y répondre, c'est plutôt les conditions d'utilisation de l'outil. Alors là, je vous mets en garde parce que allez bien vérifier dans les conditions d'utilisation ce que l'outil vous octroie comme type de licence. Ce sont souvent d'ailleurs des licences non exclusives, donc il s'autorise à utiliser ce que vous avez produit pour d'autres usages. Des licences non exclusives, mais souvent il fait la distinction entre utilisateurs payants, utilisateurs gratuits. Donc c'est comme dans les banques d'images, hein, Pixabay et autres. Vous devez toujours aller voir si vous pouvez l'utiliser à des fins commerciales ou non, est-ce qu'il faut créditer l'auteur ou pas. Donc ça, c'est l'outil et ça peut différer d'un outil à l'autre, donc soyez bien attentifs. Autre question, j'ai mis une image dans un site web, dans une brochure, est-ce que je dois indiquer alors que j'ai utilisé une IA ou un texte? Alors à votre avis? Pour les images, en tout cas, oui, sans doute. Pour le texte, ça dépend. Qu'est-ce qu'on a nourri? J'imagine que oui, si on dit oui pour les images, on dit oui pour non, le mais texte. c'est bien, bonne réponse. Alors bon, sur les images, il y a un règlement européen dont je vais parler tout à l'heure. Pour les images, alors dès qu'elles sont photoréalistes, indiquez images créées par l'IA. Vous regarderez d'ailleurs ma présentation, vous verrez que je l'ai indiqué à chacune d'entre elles. Dès qu'il y a un risque de tromperie, ou dès qu'on a le sentiment que l'image est réelle, vous devez vraiment, dans un souci de transparence, l'indiquer. Lorsqu'on voit bien que c'est une IA qui était à la manœuvre pour générer une image, c'est le cas sur cette dia. On se doute bien, hein, cette pauvre femme, heureusement qu'elle n'existe pas, donc on se doute bien que c'est une IA qui l'a créée, je pourrais m'en passer. Mais là encore, dans un guide d'utilisation, moi je préconise d'indiquer, vous avez utilisé une IA pour générer l'image, vous devez l'indiquer, parce que si chacun commence à décider, ici je le mets, ici je ne le mets pas, ça risque potentiellement d'avoir des problèmes. Et Sur le texte, alors sur le texte, alors voilà, justement, le texte, là, le règlement est beaucoup plus souple. Il va considérer qu'à partir du moment où on relit le texte, qu'on le valide, qu'on en endosse la responsabilité, on n'est pas obligé de l'indiquer. Alors, intellectuellement, je sais que ça en gêne certains en disant j'ai écrit tout le courrier, c'est pas moi qui l'ai écrit, je mets ma signature, c'est quand même gênant. Ouais, s'il y avait un assistant de direction qui l'avait écrit, c'est la même chose, hein, on ne l'a pas écrit, en tant que manager, on le signe. Dans le règlement européen, on ne dit pas qu'il faut absolument le mettre. Et heureusement, parce que ce courrier, si on l'écrit soi-même et que le deuxième paragraphe, on aimerait bien le rendre un peu plus court, il va changer à la marge de 3 éléments. Heureusement qu'on n'est pas obligé d'indiquer ce courrier a été généré par une IA, parce que ce n'est pas le cas, tout simplement. Autre question, est-ce que je peux utiliser une IA pour automatiser des décisions? Alors,
J'ai évacué tout à l'heure l'idée du diagnostic. Ne commencez pas à demander à ChatGPT de faire vos diagnostics. Vous avez compris que c'est une IA générative de texte, ça n'est pas une base médicale qui va aller dans ce sens-là. Maintenant, ce à quoi on va... Avec recherche, la petite option académique. Là, il faut vérifier alors. Si on vérifie, tout est sous contrôle, et il n'y a pas de problème. Mais si on le prend pour argent comptant sur un sujet qu'on ne connaît pas en disant « Ah oui, ça a l'air bien », le « Ah oui, ça a l'air bien », ça doit allumer des lumières dans votre tête, ne le faites pas. Bon, en tout cas, on va voir au fil des mois, je pense, des outils métiers qui vont être de plus en plus boostés à l'IA et des IA génératives qui vont être de plus en plus boostées sur le métier. Les courbes vont se croiser, il faudra décider à un moment donné quel outil on utilise. Donc il y aura peut-être des outils d'aide au diagnostic. Hein. J'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps où on voyait que 2 médecins plus une IA étaient beaucoup plus pertinents sur un diagnostic que deux médecins séparés ou même 2 médecins entre eux. Donc c'est un outil, si on le garde comme ça, on est toujours tout à fait dans le contrôle. Donc attention pour l'automatisation de décision, je commence à en voir arriver de plus en plus des outils qui permettent ça, notamment dans le domaine du recrutement. Si certains dans les ressources humaines nous écoutent, soyez attentifs, méfiants un petit peu parce que donc, ces éditeurs vont vous dire, bah voilà, vous êtes en pleine campagne de recrutement, vous mettez les 60 CV que vous avez reçus, et puis les critères de sélection, et l'IA va vous faire un recrutement éthique. Elle n'est pas sensible à l'origine ethnique, à la consonance des noms, au genre, à l'âge, elle va vous sortir vraiment les meilleurs candidats de son chapeau. Toc. Attention, si vraiment elle vous sort les candidats et que vous ne savez pas comment ça a été fait, vous êtes dans une automatisation complète de la décision. Et dans le domaine social, santé, recrutement, donc là, ceux qui nous écoutent souvent cumulent les trois, eh bien, vous êtes dans des paragraphes spéciaux du règlement européen avec, je ne vais pas commencer à détailler, allez voir votre DPO, le gardien du temple du RGPD, il pourra vous en dire un peu plus, mais ça veut dire journalisation, ça veut dire qu'en cas de recours, la charge de la preuve vous revient, ce sera à vous d'indiquer quel outil vous avez utilisé, quel était le prompt, quelle décision vous avez prise, donc c'est vite lourd. C'est pour ça que ça doit être encadré, c'est extrêmement important. Donc faites la distinction entre outils d'aide à la décision et outils d'automatisation de la décision. Si le libre arbitre vous revient, c'est vous qui décidez à la fin quelle est la décision à prendre et que vous savez pourquoi, tout va bien. Mais attention à tout ce qui est automatisé. Donc finalement, si je suis dans le domaine social ou de la santé, je peux utiliser ou pas ChatGPT ? Ça, on le pose souvent comme question. Oui, bien sûr, mais anonymisez tout. Anonymisez, et puis soyez précautionneux, que chacun ne fasse pas ses petits tests dans son coin. Tout ça doit être coordonné, je le disais en introduction, c'est un projet gouvernance, c'est un projet d'accompagnement au changement. Tout ça doit être piloté au plus haut niveau par le comité de direction qui doit savoir où on doit aller, parce que si on laisse chacun faire sa petite cuisine, ben c'est potentiellement dangereux. Donc, est-ce qu'il y aura des référents IA? Est-ce qu'il y a des DPO qui, justement, pourraient être un peu plus intégrés dans des groupes de pilotage ou des groupes de travail? Je le préconise en tout cas, parce que ça n'est pas anodin, tout ce qu'on peut faire. On peut vite passer sur des systèmes un peu complexes. Et justement, dernière question, là je m'adresse au comité de direction. Est-ce qu'en tant qu'employeur, je dois organiser des formations ou avoir une charte? Eh bien oui, depuis le 2 février. Depuis le 2 février, tous les employeurs qui autorisent, même tacitement, l'usage professionnel d'une IA dans le cadre du boulot, prennent le rôle de ce qu'on appelle déployeurs de systèmes d'IA. Et à ce titre, ils ont une obligation d'information, de cadrage, de supervision des employés, avec des amendes à la clé qui sont possibles depuis le 2 août. 15 millions d'euros, ou 3% du chiffre d'affaires pour les sociétés privées. Je pense que vous avez autre chose à faire de votre budget que d'aller jusqu'à 15 millions d'euros. Et ça, ces sanctions sont possibles depuis le 2 août. Et elles vont produire leurs pleins effets au mois d'août 2026. Donc là, il est grand temps de commencer à créer, alors peut-être un guide, une information. Le règlement ne dit pas il faut une charte. Le règlement dit il faut un cadrage. Donc dans les petites équipes, on peut très bien mettre autour d'une table toute l'équipe en disant voici ce qu'on peut faire ou pas avec l'IA, et c'est bon, vous êtes dans les clous, vous avez tout à fait respecté le règlement. Dans d'autres cas, là aussi, c'est ce que je recommande, d'aller jusqu'à une charte, mais enfin une charte, si j'utilise ce terme-là et pas guide, c'est qu'elle a une valeur contraignante, donc elle devra être dans le règlement intérieur, dans le règlement de travail ou annexée au contrat, donc ça va être lourd,
Ça veut dire que ça doit passer sans doute avec les organisations syndicales. Donc il y a toute une... Là, vous êtes parti pour quelques mois. Donc il y aura peut-être des phases intermédiaires à mettre en place. Mais pensez-y parce qu'il n'est plus minuit moins 5, il est minuit 5 là. Donc il est grand temps d'y aller. Alors on est en Belgique, donc on ne sait pas encore quel est l'organisme qui va donner la sanction. Donc on a encore un peu de temps. On peut demander à l'IA de nous aider à faire cette charte. Comme ça la boucle est bouclée. On peut demander à l'IA de faire un guide. Bon. Un guide, Bah, mais après, pas une charte. bah, oui, parce que bon, après, c'est parce que je ne veux pas me tirer une balle dans le pied. C'est l'essentiel de mes missions, c'est ça, c'est l'accompagnement pour surtout avoir une charte qui soit liée à la culture d'entreprise. Ça, c'est le point primordial parce qu'on peut se dire, bah, tiens, entre deux maisons de repos, on va utiliser la même. Oui, la trame sera globalement identique, mais les sensibilités ne seront pas les mêmes, la maturité digitale non plus, la pyramide des âges, les usages, les habitudes, et plus ce sera co-construit, et plus ce sera puissant. Si c'est décidé sur un coin de table par un comité de direction, ça aura beaucoup de mal à redescendre. C'est une des particularités de ces outils, c'est bottom-up, pour faire un peu d'anglicisme plutôt que top-down. C'est-à-dire que plutôt que ce soit un outil poussé par la direction, là aujourd'hui chacun chipote, mais sans avoir de cadrage particulier. Donc il est grand temps de regarder les usages, mais j'y viendrai un petit peu après, ce sera d'ailleurs la partie finale. Donc un règlement européen, vous avez compris, il y a toujours un règlement européen, donc quand il y a une bonne idée, d'ailleurs les Américains en font un business, les Chinois la copient et les Européens la réglementent. Donc on a un règlement européen. Je ne vais pas entrer trop dans le détail du règlement européen. Sachez juste que ça n'est pas une liste d'IA pour savoir quelles sont celles qui sont proscrites ou non. C'est plutôt des classes de risque, minimal, risque limité, système à haut risque. Donc ce règlement est entré en vigueur au mois d'août 2024 et il produit ses effets par vague, 6, 12, 24, 36 mois. Donc on en a jusqu'à août 2027. Je vous ai mis les liens vers le règlement 144 pages, 13 annexes, 24 langues, si vous voulez tout lire. Des sites de vulgarisation. Donc là aussi, allez explorer si c'est votre quotidien. Mais ce règlement, parlez-en à votre direction parce qu'il est grand temps d'y aller. Donc on en arrive à la fin. Comment atterrir alors? Comment avoir un usage raisonné, raisonnable et surtout commun au sein des équipes? Alors je voulais reprendre un petit peu deux études très rapidement, parce que je pense c'est une étude française ici, mais en Belgique on aurait les mêmes résultats. On demande aux salariés, tiens, est-ce que vous avez déjà utilisé de l'IA au boulot? La moitié disent, bah oui, mais sans cadrage et sans avertir ma hiérarchie, parce que j'ai peur que si jamais je le dise, ça remette en cause mes compétences. Alors je le fais en cachette. C'est le pire. L'utilisation en cachette, ça veut dire que chacun va le faire avec son propre bon sens, avec potentiellement des dommages importants. Deuxième étude qui complète celle-ci, on demande cette fois à tous ceux qui utilisent l'IA quasiment quotidiennement, combien de temps est-ce que vous gagnez? 1 heure. Ils gagnent 1 heure par jour. Alors, vous imaginez la différence dans les équipes, il va y avoir des trains qui vont aller à différentes vitesses. Certains sont déjà dedans, d'autres sont encore à quai en disant j'y vais pas, et puis d'autres n'ont même pas envie d'acheter leur ticket d'ailleurs. Donc c'est un principe de gouvernance. À un moment donné, ce sera compliqué de les remettre dans le train. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Et donc je terminerai finalement avec ça, une réflexion sur cette fameuse charte, guide, peu importe le terme qu'on va lui donner. Mais alors juste un petit point avant, ça c'est un clin d'œil. Deloitte, un des 4 plus gros cabinets de conseil au monde, s'est fait avoir. Ils ont dû rembourser une bonne partie de la mission qu'ils avaient avec le gouvernement australien parce que leur rapport était truffé d'erreurs, des décisions de justice inventées, des fausses révérences. Donc si même Deloitte se fait avoir, vous imaginez que dans vos équipes, bien sûr qu'il peut y avoir des dégâts. Donc il est grand temps d'y aller. Il y a ici un préjudice financier, il y a un préjudice réputationnel. Franchement, on a autre chose à faire que de devoir jouer avec tout ça. Donc une charte, je terminerai avec ça. Une charte, un guide, un document en tout cas. Comment le faire? En tout cas, il faut qu'à la fin, à la lecture de ce document, chacun ait compris ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et chacun doit comprendre aussi qu'on ne va pas le laisser sur le quai, on va l'aider. Chacun à son rythme. C'est pour ça que c'est de l'accompagnement au changement, avec tous les freins, les craintes que ça peut susciter. Donc ça n'est pas anodin, il faut embarquer tout le monde, mais il faut privilégier le rythme de chacun. Donc 4 grands paragraphes, je ne veux pas les prendre vraiment en détail, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une charte? Pour expliquer que justement on doit avoir une utilisation, un usage commun
entre chacun, parce qu'il y a ceux qui hésitent, ceux qui y vont, ceux qui n'y vont pas. Je pense surtout à tous les étudiants qui sont biberonnés à tout ça, qui vont bientôt arriver dans vos équipes. Quand il va falloir retirer la tétine, ça va être compliqué, hein. Donc, si vous n'avez pas un document de cadrage qui explique bien ce qu'on peut faire ou pas, eh ben, chacun va le faire à géométrie variable. Donc, pourquoi est-ce qu'on décide d'intégrer de l'UA? Pour quel genre d'usage? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir une charte? Deuxième partie, pour qui? Tout le monde n'est pas concerné de la même manière. Au département com, il y aura sans doute plus d'usage de l'IA. Est-ce que certains auront des abonnements payants ou pas? Tout ça, il faut l'expliquer. Et puis, je pense aussi aux ouvriers qui font partie de vos équipes. Moi, je ne les vois jamais dans les formations, c'est toujours les tâches administratives, mais vos ouvriers, ils ont dans la poche un téléphone avec ChatGPT dessus, et c'est quand même assez tentant de prendre une photo et de demander à ChatGPT, tiens, aide-moi tiens, comment est-ce qu'on démonte cette machine, tiens, ces deux produits, est-ce que je peux les mettre l'un avec l'autre? Ça n'est pas un être omniscient, mais pour beaucoup, ça l'est, donc attention, ce cadrage concerne tout le monde, quelles que soient les fonctions. Et ensuite, avec quoi? Quels sont les outils? Ma recommandation, définissez une liste d'outils exhaustifs en disant, au-delà de ça, aucune initiative personnelle. Parce que si vous définissez des grandes règles un peu macro et que chacun va faire son petit marché sur le web, ça ne sert à rien. Donc des outils validés et puis accompagnés pour aller un peu plus loin. Et enfin, comment? Ça, ce sera le plus long. Les usages, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure avec le prompt d'exemple. Il en faudra d'autres. Donc faites des groupes de travail, accompagnez chacun, que chacun s'approprie le sujet. Le secret de la transformation de l'IA, c'est qu'elle soit choisie et pas subie. Et j'ai envie de terminer avec ça. Merci pour ce mot de la fin, Vincent. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci pour cette mine d'informations sur une technologie qui prendra de plus en plus de place dans notre quotidien. Merci à celles et ceux qui nous ont adressé leurs questions en amont de ce webinaire. Cela a vraiment permis de nourrir la réflexion de Vincent. Si vous souhaitez poursuivre votre réflexion sur l'IA ou proposer une formation à vos équipes afin de faire en sorte que tout le monde puisse monter dans le train, laisser personne sur le quai comme disait Vincent, il existe une formation en ligne de 2h50 sur ce thème, accessible gratuitement pour les personnes de nos secteurs via le catalogue LearnAction. Si vous préférez l'organiser au sein de votre institution, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre fonds de formation afin d'introduire une demande de subside. Votre avis nous intéresse, donc dans l'email contenant le lien de cette vidéo, vous avez également reçu un lien pour répondre à une évaluation. Parmi les répondants et les répondantes de cette enquête, 3 seront tirés au sort et remporteront l'ouvrage « L'IA au service de la santé », l'ouvrage indispensable pour appréhender la révolution de l'IA en santé. Si vous souhaitez avoir une attestation de participation, eh bien vous pouvez la demander dans ce formulaire d'évaluation. Et ce webinaire peut être comptabilisé dans votre plan de formation annuel. Merci beaucoup Vincent et merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt. Merci Anne-Sophie. Merci.